Très bien, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette audition dans le cadre des travaux de notre commission parlementaire et citoyenne sur les aides publiques au secteur privé. Alors, je vous rappelle que c'est une commission qui réunit des parlementaires, notamment des députés, des sénateurs, et puis des économistes et un certain nombre de personnalités extérieures au Parlement. Donc, c'est une commission informelle qui ne s'inscrit pas dans le cadre institutionnel du Parlement, mais néanmoins qui a vocation à mener un travail conjoint avec le monde économique sur ce sujet très précis des aides publiques au secteur privé et de voir l'impact qu'elles ont eu depuis des années sur nos secteurs économiques et comment on pourrait éventuellement les perfectionner. Alors, juste en préambule, je vous informe qu'hier a été présenté un rapport d'une commission d'enquête sur les causes de la chute de la part du PIB de l'industrie dans l'économie française, qui a été, c'est une commission d'enquête dont le rapporteur était Gérard Le Seul, député socialiste, et que ces conclusions seront bientôt publiques. Elles ne le sont pas encore puisqu'on a encore quelques jours pour formuler des observations, mais dans ce rapport, il y aura un volet notamment aide publique. Et moi, j'ai siégé aussi dans cette commission, et je dois dire que de nombreux économistes ont soulevé l'absence de ciblage des aides. Donc, c'est quand même quelque chose qui est souligné par les économistes un peu tous les bords. Et on sait qu'on a quand même des marges de manœuvre pour les rendre plus performantes. Alors aujourd'hui, donc, nous recevons dans le cadre de ces auditions parlementaires et extra-parlementaires et citoyennes, Mathieu Chtiwi, qui est membre de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, et puis François Ecal, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques et président de FIPECO, Finances publiques et économie. Alors, on est très content de vous avoir parce qu'on réunit là donc, le monde de la recherche et puis aussi le monde de l'évaluation publique avec le grand expert des comptes publics qui est la Cour des comptes. Et on vous remercie tous les deux, en tous les cas, de prendre ce temps pour venir répondre à nos questions. Alors, l'objectif de cette audition, c'est déjà de commencer par un propos liminaire de chacun des intervenants sur le thème analyse des coûts pour l'État, objectifs poursuivis et propositions sur ces aides publiques au secteur privé. Les membres de cette commission souhaitent en effet vous entendre sur les objectifs poursuivis par ces aides publiques au secteur privé, par exemple comme le crédit impôt recherche ou le CICE, et puis avoir une analyse de leur efficacité, une analyse aussi des montants évalués de ces dispositifs et peut-être des méthodes d'évaluation qui sont aujourd'hui appliquées ou de l'absence de méthodes d'évaluation parfois, et puis peut-être aussi des comparaisons entre ces méthodes d'aide directe, d'aide indirecte, des dépenses fiscales versus aide directe. Voilà, on souhaiterait avoir un peu vos propos liminaires sur la question. Donc, on va ouvrir l'audition par ce propos liminaire et je vous laisse déjà vous présenter l'un et l'autre et après, on débute dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, peut-être Mathieu Chtiwi, si vous pouviez vous présenter. Oui, bonjour. Mathieu Chtiwi, comme vous l'avez précisé, je suis effectivement donc chargé de mission à l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Mais aujourd'hui, je vais plutôt parler en tant que docteur, enfin jeune docteur en économie, et des résultats que j'ai pu obtenir dans ma thèse qui portait sur l'incidence des finances locales sur les entreprises, donc au sens plus large. Et voilà. De mon côté, vous m'avez très bien présenté, donc je n'ai rien de plus à dire sur votre présentation de mon CV. Très bien. Alors peut-être Mathieu Chtiwi, vous pouvez débuter et ensuite on écoutera François Ecal. Ça marche. Est-ce que je peux partager mon écran? Alors, je pense que c'est Maxime Combe qui maîtrise ça ou je ne sais pas. Bonjour à tout le monde, je pense que c'est Olivier qui est en mesure. Olivier Petitjean.
Très bien, Normalement, merci. ça devrait être possible, ouais. Ah, est-ce que vous voyez? Oui, Très bien. c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, hop là. Donc voilà, j'ai prévu de vous parler pendant une vingtaine de minutes sur la fiscalité locale et les entreprises. Alors, ce n'est pas forcément sous l'angle spécifique de l'aide au secteur privé par la fiscalité locale, mais plutôt sur, comme je le disais tout à l'heure, sur l'incidence, donc sur les effets que peut avoir la fiscalité locale sur le fonctionnement des entreprises. Et donc, pour parler de ça, je vais le faire en 5 points. Un petit point de contexte. Ensuite, préciser plus spécifiquement ce que c'est que la contribution économique territoriale, parce qu'on va le voir, c'est l'acteur principal de la réduction des impôts de production, dont je vais parler un peu. Ensuite, je vais vous présenter mes travaux sur les effets de la cotisation foncière des entreprises, des impôts fonciers locaux d'ailleurs en général, et la trajectoire de l'emploi à l'échelle des communes. Après, je parlerai un petit peu de ce qui peut se dire dans la littérature économique sur le sujet et dans un dernier point, ouvrir quelques questions sur lesquelles je n'ai pas forcément de réponse, mais qui peuvent être intéressantes aussi à discuter. Alors, premier point de contexte, donc là, on va parler de ce qu'on appelle ce que j'appelle les politiques fiscales de développement économique, donc comment promouvoir le développement économique à travers la fiscalité, en l'occurrence à travers les réductions de fiscalité. Et dans ce cadre-là, donc il y a plusieurs politiques différentes de réduction de fiscalité. Je vais beaucoup parler de celle qui est très récente, dont il s'agit de la réduction des impôts de production. Et pourquoi j'ai été confronté à cette question assez rapidement, c'est parce qu'en fait, dans les impôts de production, ce qui a été réduit, ce sont des impôts locaux. Donc moi, j'ai travaillé sur l'incidence des finances locales et en particulier des taxes locales sur les entreprises. Donc ça s'inscrit dans ce contexte-là. Et ce n'est pas la première fois que les impôts locaux sont mis à contribution pour aider les entreprises, puisque déjà en 2010, il y avait eu la suppression de la taxe professionnelle, donc qui a été remplacée notamment par la contribution économique territoriale dont je vais parler. Et donc là, c'est une nouvelle forme d'appui au secteur privé, donc dans le cadre du plan de relance, qui supprime pas la contribution économique territoriale, mais qui la diminue. Alors pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas forcément, la contribution économique territoriale, c'est un impôt local qui est composé de deux impôts très différents. C'est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qui porte sur les locaux professionnels utilisés par les entreprises. Un peu comme les ménages payent une taxe d'habitation, les entreprises payent une cotisation foncière. Et la CVAE, dont on a un peu plus parlé, qui est une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et qui revient aussi au secteur local. Et donc la réforme, pour aller rapidement, elle a porté sur 3 points. La première, c'est une réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée. Et ça concerne toutes les entreprises. Et donc ça s'est passé en supprimant la part qui revenait aux régions auparavant. Le deuxième point, c'est une réduction de moitié aussi de la CFE, mais seulement pour les locaux industriels, non pas pour les entreprises industrielles. C'est-à-dire que c'est la réduction de moitié de la cotisation foncière pour un certain type de local qu'on appelle industriel. Donc on pourra y revenir si vous voulez. Et dernier point qui est un peu moins connu parfois, mais qui est assez important aussi, c'est que cette contribution économique territoriale, elle est plafonnée par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire que si la cotisation totale représente plus de 3%, c'était le cas avant la réforme, de la valeur ajoutée, l'entreprise a le droit de demander à ce que sa facture soit réduite pour être plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. Bien, ce plafond-là a été diminué pour toutes les entreprises à 2%. Et donc, on estime que cette réforme va faire donc diminuer la facture fiscale des entreprises de 10 milliards d'euros par an. Alors, ça, c'est l'estimation macroéconomique, mais du coup, je vais passer sur mon deuxième point, qui est de regarder un peu plus précisément ce qu'est la contribution économique territoriale. Alors, pour cela, déjà, première partie, ça va être côté finances publiques. Bon, je vais aller assez rapidement sur ce point-là. Peut-être qu'on pourra développer. En 2020, la contribution économique territoriale, ça représente à peu près 27,2 milliards d'euros. Et donc, on voit que cette contribution économique territoriale, c'est essentiellement, c'est à 70% de la CVAE, donc sur l'histogramme, sur le diagramme à droite, vous pouvez le voir. Et donc, c'est 19 milliards de CVAE et 8 milliards de CFE.
Et donc, ces 27,2 milliards en 2020, donc ça, c'était avant la réforme, étaient répartis entre les 3 échelons de collectivités territoriales pour la CVAE. Donc, il y avait la moitié de la CVAE qui revenait aux régions et le reste de la moitié de la CVAE était réparti à peu près à moitié entre le département et le bloc local. Le bloc local, ce sont les communes et les groupements de communes et les intercommunalités au sens plus large. Et donc, voilà, pour aussi indiquer un peu l'importance de ces recettes fiscales dans les recettes des collectivités en général, j'ai indiqué aussi le pourcentage des recettes que représente cet impôt. Donc, on voit que la CVAE, c'était 36%, donc plus d'un tiers des recettes des régions. Pour les départements, 8%, et pour le bloc local, 3,5%. Sachant qu'à l'intérieur du bloc local, les impôts économiques, là, parce que ces impôts-là portent sur les entreprises, on les appelle les impôts économiques, ce sont surtout des recettes pour les groupements de communes et non pas pour les communes. Excusez-moi, pardon, mais sur la CVAE bloc local, en fait, la CVAE, elle allait exclusivement aux EPCI. Non, ça dépend. Sauf fiscalité Ah additionnelle. oui, pardon, oui, c'est ça. Oui. Et par contre, la CFE, elle va aux deux, elle va bien au bloc communal. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, de toute façon, même quand les communes ont un pouvoir de CFE, souvent il est délégué en fiscalité professionnelle unique aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, c'est pour ça que je précise bien effectivement que c'est essentiellement les groupements de communes qui sont concernés. Et c'est pour ça que je mets une étoile pour dire que si on regarde juste les groupements de communes, le pourcentage de recettes est un peu plus important en fait. Donc on est plus aux alentours de 11% des recettes pour les groupements. Sachant que, bon, on pourrait y revenir aussi, mais c'est un peu compliqué parce que les groupements de communes récupèrent les impôts économiques, mais en reversent une partie aux communes à travers les attributions de compensation. Donc c'est un jeu un peu complexe. Donc on pourra en parler un peu plus longtemps si vous avez besoin qu'on en parle. Et donc ensuite, sur la CFE, donc je disais, c'était 100% pour le bloc local. Donc les régions et départements ne la perçoivent pas. Et ça représente à peu près 6% des recettes du bloc local et donc 16% des recettes des groupements. Donc ça, c'était très rapidement du côté des finances publiques. Mais là où ça nous intéresse un peu plus, c'est du côté des entreprises. Et là, l'intérêt de ce que j'ai pu faire dans ma thèse, une partie de ce que j'ai pu faire, c'est d'avoir eu accès à des informations à l'échelle de l'entreprise individuelle. Et donc ça, ce sont des informations qui ne sont pas forcément tout le temps disponibles. Et donc, je voulais insister sur deux points clés. Alors, le premier point clé, c'est que la CET, c'est un impôt qui est très concentré sur certaines entreprises. Un peu à l'échelle de… C'est assez logique, c'est un peu à l'échelle de la répartition de la valeur ajoutée, puisque mécaniquement, la CVAE porte sur la valeur ajoutée. Mais même pour la CFE, c'est le cas, c'est-à-dire que ça repose sur un certain nombre d'entreprises, essentiellement. Donc là, vous voyez, ce sont deux courbes, une pour la CFE et une pour la CVAE, qui vous montrent le pourcentage cumulé de produits de l'impôt et le nombre d'entreprises qui font ce pourcentage cumulé. En fait, pendant très longtemps, c'est très peu d'entreprises qui vont faire l'essentiel du produit. Si vous prenez les deux schémas sont assez similaires d'ailleurs, vous voyez que jusqu'à 70% de la CFE ou bien de la CVE repose sur un petit nombre d'entreprises par rapport au nombre total d'entreprises qui déclarent cet impôt-là. Donc j'avais noté des chiffres, là, par exemple, vous avez seulement 10 entreprises, en 2019, vous avez seulement 10 entreprises qui fournissent à peu près 10% du produit pour chacun de ces impôts-là. Donc, c'est extrêmement concentré. Et vous avez, donc là, on pourrait le voir à peu près sur le schéma si on prenait la moitié des entreprises, mais c'est moins de 5000 entreprises qui fournissent la moitié de la CFE et environ 2000 entreprises qui fournissent la moitié de la CVAE. Une autre façon de dire que c'est un impôt très concentré, c'est de regarder tout simplement la distribution des contributions individuelles. Et donc, c'est le tableau que vous avez en dessous. Et là, vous voyez que donc pour la médiane, c'est la moitié des entreprises va payer moins de 2 à 300 euros par an, que ce soit en CFE ou en CVAE. Et vous voyez que même sur la CFE, donc la première ligne, c'est par établissement, et la deuxième ligne, c'est par entreprise. Vous voyez que 90% des entreprises payent moins de 2 000 euros par an de CFE. Donc pour beaucoup d'entreprises, la CFE, en l'occurrence, c'est seulement quelques centaines ou quelques milliers d'euros par an. Et par contre, pour certaines, ça peut être beaucoup plus. Et pour la CVAE, alors le dernier décile est à 36 000 euros, mais c'est aussi parce que beaucoup moins d'entreprises la payent.
car toutes les entreprises qui font un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros ne payent pas de CVAE et après, c'est progressif. Voilà, donc, premier point, c'est que c'est un impôt très concentré sur certaines entreprises, y compris des entreprises qui ont un statut des fois entre le public et le privé, disons. Deuxième point, c'est que là, comme je disais tout à l'heure, la contribution économique territoriale, elle est plafonnée par rapport à la valeur ajoutée. Et donc, j'avais regardé un petit peu comment, disons, le poids de la CET pour les entreprises en proportion de la valeur ajoutée, parce que c'est plafonné à 3%, mais toutes les entreprises ne sont pas à 3%. Et pour cela, j'ai regardé le rapport de la contribution économique territoriale sur la valeur ajoutée, donc CET sur VA. Et donc, si on prend en compte toutes les entreprises, alors ça, c'est des chiffres qui sont tirés des liasses fiscales. Si on prend en compte toutes les entreprises qui ne payent pas d'impôts locaux, en tout cas qui ne sont pas déclarées dans la liasse fiscale, vous avez le graphique de gauche qui montre qu'il y a une grosse inflation du nombre de zéros. Mais donc, on peut aussi commenter ça en disant que beaucoup d'entreprises, en tout cas, n'ont pas d'impôts locaux, c'est ce que je disais avant. Mais le deuxième graphique vous montre, en tout cas en regardant seulement les entreprises qui payent des impôts locaux, vous voyez qu'en fait, dans celles qui le payent, finalement, la grosse majorité paye moins de 1% de sa valeur ajoutée en impôts locaux. Pour rappel, la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le taux maximum, c'est 1,5% de la valeur ajoutée. Donc déjà, la CVAE ne pourra pas monter au-dessus de 1,5% de la valeur ajoutée. Alors ça, c'était avant la réforme, toujours. Et ce qu'il peut y avoir en plus du 1,5%, c'est à cause de la CFE. Donc, on voit que le poids n'est pas du tout le même pour tout le monde. Et pour aller un peu plus loin dans ce constat-là, là, c'est le schéma par industrie. Alors, je suis désolé, le nom des industries n'apparaît pas parce qu'il y en a un petit peu trop. Mais c'est pour illustrer un point qui est souvent mis en avant, c'est que les entreprises industrielles sont plus touchées par ces impôts que les autres. Quand on regarde cet indicateur de la contribution sur la valeur ajoutée, alors c'est un peu vrai pour certaines industries, notamment pour certaines branches industrielles, ça ne l'est pas pour toutes. C'est-à-dire que vous voyez que là le schéma fonctionne de telle façon, c'est que par industrie, vous avez le point qui donne la médiane, donc le rapport qui sépare la moitié des entreprises. Et le haut et le bas du segment, ça représente le premier et le troisième quartile. Donc ça donne à la fois la tendance centrale et la dispersion autour de cette tendance centrale. Donc, on voit plusieurs choses. C'est que d'une part, effectivement, dans les industries manufacturières, la médiane de ce poids de la fiscalité est un petit peu plus élevée, mais que l'hétérogénéité reste très forte et que surtout, vous avez d'autres secteurs industriels, enfin, au sens secteur d'activité, qui ont des médianes qui s'approchent de 1,5 à 2% de la valeur ajoutée. Et que les situations sont assez hétérogènes dans tous les secteurs d'ailleurs. Excusez-moi, est-ce que je peux vous interrompre une seconde? On a des gens qui, en fait, je vous ai mis en animateur et il y a des gens qui essaient de rentrer dans la salle et c'est vous qui avez le pouvoir maintenant de les faire rentrer. Pardon. Alors, comment faire? Vous allez dans participants, vous devrez les voir. Désolé pour... Non, pas de problème, excusez-moi. Je ne savais pas que j'étais le chef de cérémonie. C'est bon? Ok, je vous laisse reprendre alors. Redites-moi s'il y a besoin de faire rentrer une nouvelle personne. Donc, je reviens. Vous revoyez toujours ma présentation? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, donc ça, c'était pour parler de la contribution économique territoriale, donc qui est la victime de cette réforme des impôts de production. Donc, on peut considérer donc comme une aide aux entreprises. Ça, c'est pour donner son panorama. J'ai un autre diapo peut-être plus tard pour montrer aussi ces potentiels effets, parce que ces effets, on ne les voit pas encore. Déjà, c'est à partir de 2021, donc les données ne sont pas disponibles. Et en plus, il y a des différents décalages qui peuvent exister qui font qu'on n'a pas forcément les informations, enfin, en tout cas, les réductions réelles pour les entreprises tout de suite. Donc, j'ai assez peu d'éléments sur la réduction effective, mais je vais en présenter un petit peu après. Donc là, maintenant, je vais vous parler un peu d'un article qui a été publié dans la revue d'économie régionale et urbaine, donc qui a été écrit par Nadine Levrato et moi, donc qui est issu de mes travaux de thèse, et donc qui s'intéresse spécifiquement à la CFE. Pourquoi? Parce que, alors j'ai pas mal parlé de CVAE, mais la CVAE, elle est uniforme sur l'ensemble du territoire français. C'est-à-dire qu'une entreprise soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest de la France, ça ne change rien. Elle paiera le même taux de CVAE.
Alors, ce qui va changer, c'est la clé d'affectation de la CVAE à chaque territoire en fonction des établissements. Mais par contre, pour l'entreprise, du point de vue de l'unité d'entreprise, ça ne change pas. Donc, pour étudier sur des données françaises, on s'est concentré sur la cotisation foncière des entreprises et un peu sur la taxe foncière aussi, parce qu'elle peut varier. En l'occurrence, la CFE, le taux de CFE est voté par les collectivités, donc par les communes ou bien par les intercommunalités, le plus souvent par les intercommunalités, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, ça crée de la variabilité sur le territoire français. Et donc, à partir de cette variabilité, on a testé l'hypothèse que là où la fiscalité foncière était plus élevée, la trajectoire de l'emploi était plus faible. Donc, pour cela, on a construit un modèle statistique qui permet de modéliser l'évolution de l'emploi à l'échelle de la commune entre 2011 et 2015. Donc, on a fait ce qu'on appelle une régression quantile et on n'a jamais observé finalement de lien négatif entre la fiscalité et l'emploi, voire même des associations positives. Alors, une association positive, ça ne veut pas dire que la fiscalité, plus la fiscalité est élevée, plus le territoire est dynamique en emploi. Mais en tout cas, on n'a jamais trouvé de lien négatif entre le taux de CFE et la croissance de l'emploi. Alors, comme c'est une modélisation statistique, on a pris en compte d'autres facteurs. Les plus importants, ce sont les dépenses publiques, parce qu'effectivement, là où la fiscalité est plus élevée, potentiellement, les dépenses publiques sont plus élevées. Et ça peut être un facteur de compétitivité ou de croissance, etc., au niveau du territoire. Mais on a aussi pris en compte la base de la fiscalité, parce que là, en l'occurrence, c'est l'association entre le taux et la croissance de l'emploi, mais c'est la comparaison des taux de cotisation foncière des entreprises quand les bases de fiscalité sont d'un niveau comparable. Donc, on n'observe aucun lien entre la fiscalité et la croissance de l'emploi, entre la CFE et la croissance de l'emploi. Pour la taxe foncière, c'est pareil d'ailleurs. Souvent, le lien est nul. Donc, là où la fiscalité est plus élevée, l'emploi n'a pas de plus de probabilité ou moins de probabilité de croître plus vite. Par contre, un autre résultat qui était intéressant, c'est qu'on a observé une relation positive et systématique entre l'investissement public des collectivités et la croissance de l'emploi. Et là, je parle de l'investissement public des collectivités qu'elles ont réalisé sur la période de 2000 à 2009, donc sur la première partie du millénaire, et la croissance de l'emploi entre 2011 et 2015. Donc, c'est l'investissement passé sur la croissance future. Alors, ce résultat est intéressant. Après, il faudrait aller beaucoup plus loin pour dire que l'investissement peut créer de la croissance de l'emploi, mais c'est un résultat qui ressort en tout cas systématiquement. Et donc, de ce travail-là, on en a sorti un résultat qui est de dire qu'il n'y a pas de quoi, en tout cas à travers les données de la période récente, s'inquiéter que les différences de fiscalité locale puissent créer des différences de compétitivité pour les entreprises à l'échelle du pays, à l'échelle de la France. Après, ce résultat n'est pas forcément possible à extrapoler sur d'autres pays ou sur d'autres périodes, etc. Mais en l'occurrence, sur la période d'études, c'est assez robuste. Voilà, donc ça, c'est un travail qui a été fait sur la fiscalité locale et l'emploi, donc pour montrer qu'elle a assez peu d'effet finalement sur l'emploi. Maintenant, il y a d'autres façons de regarder ça, notamment avec d'autres indicateurs de performance économique. Et donc là, je vais passer sur mon troisième point qui est un peu ce que dit la littérature, d'autres travaux économiques sur le sujet. Alors, je vais surtout parler de la littérature française parce que les contextes sont assez différents. Quand je mets la littérature internationale, elle est très hétérogène. Donc, on pourra en parler un petit peu si vous voulez, mais je vais me concentrer un peu sur ce qui a été dit sur le contexte français. Et donc, les travaux que j'ai pu identifier, donc de travaux de recherche économique sur l'effet de la fiscalité locale sur les entreprises, il y en a 6. Donc, je vais parler très rapidement. Le premier a été fait en 2008 par Ratlo et Sillard et qui étudiait les différences de taxes professionnelles. Donc déjà, ce n'est pas le même impôt, ça a changé puisqu'elle a été supprimée. Et donc, en regardant notamment les entreprises qui étaient situées sur des frontières administratives, c'est-à-dire d'une part et d'autre de frontières départementales, par exemple, où on pouvait avoir des taux de taxes professionnelles différents, mais sous l'hypothèse que comme elles étaient proches, ces entreprises-là, le reste des facteurs géographiques était le même, puisqu'elles étaient proches, c'était que la fiscalité qui changeait. Ils ont pu voir que effectivement, quand la taxe professionnelle était plus élevée, ça décourageait la création d'entreprises, l'installation d'entreprises. Mais cet effet était assez faible de l'aveu même des auteurs qui disent que c'était
C'était en gros 1% d'augmentation sur la différence de taux augmente de 1% la probabilité de création d'entreprise. Donc effet négatif de la fiscalité, mais relativement faible. Et ce, en regardant simplement les entreprises qui étaient sur des frontières fiscales. Donc ça exclut aussi des entreprises qui ne seraient pas du tout sur des frontières fiscales, enfin de frontières administratives. Pardon. Un deuxième travaux qui a porté sur la fiscalité locale française, c'est Simula et Tranois en 2009. Sauf que ça, c'est un peu différent parce que ça, c'est un travail théorique qui étudiait quels pourraient être les effets de la suppression de la taxe professionnelle justement juste avant qu'elle n'arrive et qui montrait que la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par ce qui a été finalement mis en place, la contribution économique territoriale, allait diminuer le coût du capital et donc selon leur modèle, augmenter les investissements puisque le coût du capital diminuait. Donc, les investissements augmenteraient. Alors, ça reste un papier théorique, donc ça n'a de validité que dans le modèle qui est proposé. Donc, plus récemment, on a des travaux beaucoup plus empiriques et spécifiques sur le contexte français. En 2019, vous avez un papier du Conseil d'analyse économique là, donc de Martin et Tranois qui a fait un peu parler, qui s'appelle « Les impôts contre la production ». Donc qui est basé sur des travaux statistiques faits par Camille Orvois et qui alors, ne montre pas que les impôts sur la production sont néfastes au développement des entreprises. En réalité, quand on va regarder plus précisément ce qui a été fait, on voit que sur la CFE, donc comme ce que moi j'ai pu travailler, alors c'était un peu différent, mais sur la CFE, c'était à l'échelle des entreprises, la CFE n'est pas associée statistiquement aux performances d'entreprise. Et quand je parle de performance d'entreprise, je parle de c'est pas associé à plus d'investissement dans le capital immobilier, c'est pas associé à plus d'équipements en machines, c'est pas associé à plus d'emplois. Donc ça, c'est le même résultat que ce qu'on a obtenu à l'échelle des communes. C'est pas associé à des chiffres d'affaires plus importants et c'est pas non plus associé à des croissances de l'exportation. Donc, si la CFE est plus élevée pour une entreprise que pour une autre, ça ne crée pas, en tout cas de façon statistiquement visible, de différence sur la performance des entreprises. Et pour la CVAE, en fait, cette note-là reste encore sur un niveau théorique. C'est-à-dire que comme la CVAE ne varie pas à l'échelle de la France, c'est assez difficile de faire un travail sur données françaises. Il faudrait éventuellement le comparer avec d'autres pays, mais ça n'a pas été fait par cette note-là. Et donc, ils en restent à un niveau théorique en disant que la CVAE porte sur la valeur ajoutée, donc ça peut distordre un peu les choix d'investissement des entreprises. Et qu'en plus de ça, elle dépend du chiffre d'affaires pour son niveau. Et donc, indirectement, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Mais tout ça, ça reste assez théorique. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que ça a des effets. En revanche, cette note est très critique envers la C3S, qui est un autre impôt qui est qualifié d'impôt sur la production, qui n'a pas été touché par la réforme. Et là, par contre, ils ont des données empiriques qui montrent que la C3S a un effet négatif sur les exportations et sur la survie des entreprises. Mais j'en parlerai pas trop parce que ce n'est pas des impôts locaux, ce n'est pas forcément ce que je connais le mieux. Et enfin, vous avez d'autres travaux encore. Donc un autre qui est alors c'était la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC et en partenariat avec France Urbaine qui ont réalisé un travail un peu quantitatif et un peu qualitatif sur l'effet de la fiscalité locale sur les entreprises. Et dans leurs travaux, ils montrent que dans les ordres de grandeur, ce ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Effectivement, les impôts de production, alors qu'ils ne sont pas que des impôts locaux, hein. Et notamment, il y a aussi des impôts locaux. Il y a la taxe foncière, par exemple. La taxe foncière, elle n'est pas payée que par les entreprises. C'est un peu compliqué. Il faut y revenir. Mais montre que les écarts ne sont pas forcément aussi élevés qu'on peut le croire. Alors, ça peut être quelques points de PIB quand même. Et qu'il y a d'autres impôts payés par les entreprises qui peuvent être plus faibles aussi en France. Donc, il faut voir ça un peu de façon plus globale. Notamment, par exemple, sur l'impôt sur les sociétés, n'était pas forcément beaucoup plus élevé en France qu'ailleurs. Et que la France est aussi un pays qui se distingue par ses investissements publics qui sont plus élevés. Et il faut savoir que l'investissement public en France, c'est porté aux 3/4 à peu près par les collectivités locales. Donc, il y a aussi un effet de lien entre ces deux-là. Et leurs analyses qualitatives, alors c'est des analyses qualitatives faites sur des entretiens faits sur assez peu d'acteurs, donc des métropoles et des chambres de commerce et d'industrie, mais qui montrent que la fiscalité locale, même dans le discours des acteurs et dans le discours des entreprises, est rarement présentée comme un facteur d'implantation ou un facteur de discussion politique.
Alors évidemment, si on demande aux entreprises, est-ce que vous voudriez bien qu'on baisse la fiscalité, elles vont sûrement dire oui, mais elles ne l'amènent pas le sujet d'elles-mêmes. C'est ce que disent les auteurs de cette étude-là. Et ils insistent aussi sur le fait que la fiscalité locale, ça crée un lien entre on y viendra un petit peu après, mais ça crée un lien entre les entreprises et les collectivités locales. Ce n'est pas seulement un coût pour les entreprises, quoi. Et enfin, vous avez 2 études assez récentes, donc de Lee et Paty en 2020 et de Bergeau et ses co-auteurs en 2021, qui ont pris un peu de recul sur la réforme de la taxe professionnelle, donc qui peuvent donner éventuellement un avis sur ce que peut être les effets d'une réduction d'impôts locaux. Alors, c'est pas réduire la taxe professionnelle, c'est pas pareil que réduire la contribution économique territoriale, mais en l'occurrence, ces auteurs montrent que, alors, dans le cas de Lee et Paty, montrent que, en fait, en changeant la fiscalité locale, on peut aussi changer le comportement des collectivités. Parce qu'ils ont montré que les collectivités dans lesquelles la base fiscale était plus sensible à la fiscalité, avaient tendance, les communes qui avaient des entreprises plus sensibles à la fiscalité avaient tendance à ne pas toucher à leur fiscalité. En revanche, celles qui avaient des entreprises moins sensibles à la fiscalité avaient tendance aussi à bouger leur taux. Donc, ce qui montre aussi, c'est qu'en réduisant la fiscalité locale, surtout s'il n'y a pas de compensation, une collectivité locale peut aussi activer son levier fiscal par ailleurs. Et donc, en fait, on va avoir des effets fiscaux qui vont être perturbés par le fait que la réforme peut créer une augmentation par ailleurs de taxes, notamment de taxes d'habitation quand elle existait encore, qui va disparaître. Ça, c'est un autre sujet. L'article de Bergeau et de ses co-auteurs montre que alors, la réforme de la taxe professionnelle a eu alors effectivement un effet positif sur l'investissement des entreprises, mais pas forcément en faveur de l'investissement. Je m'explique. Ça a augmenté, enfin, ils ont observé une association positive entre cette réforme-là, notamment pour les entreprises qui étaient très sensibles à la fiscalité locale, parce qu'elles ne le sont pas toutes de la même façon en fonction de la base fiscale, ont montré que finalement, toutes les entreprises ont grossi un peu à la même vitesse, c'est-à-dire à la fois en capital et en travail. Donc après, c'est un peu difficile de dire que c'est la réforme qui a déclenché ça, mais ils n'observent pas en tout cas un effet fort sur l'investissement. Par contre, ils estiment que ça a pu avoir un effet sur l'allocation des ressources. Alors, je passe un peu là-dessus parce que c'est un peu technique, mais en fait, ils en reviennent encore à des modèles théoriques. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans l'analyse des effets de la fiscalité sur les entreprises, c'est qu'on en reste souvent à un niveau théorique. Et donc là, je vais en venir rapidement. Alors, combien de temps il me reste? J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Voilà, il faudrait conclure. Pas trop longtemps pour qu'on ait le temps d'écouter notre deuxième interlocuteur et de poser des questions après. Merci. Alors, je vais juste, alors, plutôt que de développer, je vais juste poser les questions ouvertes plutôt que de les développer. Donc, il y a plusieurs questions qui restent en suspens par rapport à ce que moi j'ai pu regarder sur le contexte français. La première, c'est qu'il y a toute une problématique de concurrence internationale sur la question de la fiscalité. Là, on supprime la fiscalité locale, mais on le présente comme une réduction d'impôts pour favoriser la compétitivité des entreprises françaises. Parfois même, on va dire jusqu'à ce que c'est une réforme qui est faite pour favoriser les relocalisations. Sur ce point-là, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, donc je ne peux pas savoir si c'est valable ou pas comme raisonnement. Simplement, avec les ordres de grandeur de la fiscalité, c'est un peu difficile d'y croire, mais on pourrait venir dans les questions. La deuxième question qui est importante à souligner, et j'en ai parlé un petit peu, mais c'est que la fiscalité sert pas seulement à pénaliser les entreprises, mais sert aussi à financer du service public. Et à travers les résultats que j'ai pu obtenir sur les investissements des collectivités locales, mais aussi avec d'autres travaux qui peuvent exister, alors ils sont un peu rares parce que c'est un sujet un peu compliqué statistiquement parlant, mais le service public local a des effets directs et indirects sur les écosystèmes locaux et dont une partie va servir aux entreprises. Donc directement, ça peut être, je ne sais pas, une entreprise de travaux publics va être directement affectée par les commandes publiques de la collectivité. Une entreprise high-tech va être intéressée par le financement de la main-d'œuvre locale ou bien la présence de tiers-lieux ou je ne sais quoi qui peut être financé par les collectivités locales. Des entreprises logistiques sont intéressées par les aménagements qui sont faits localement pour pouvoir gérer les flux qu'elles ont à gérer. Donc, donc ça, c'est des effets directs, mais aussi des effets indirects. Et donc, en fait, il ne faut surtout pas oublier ces effets positifs pour les entreprises des services publics qui sont financés par la fiscalité. Troisième question importante, c'est que la diminution des impôts de production crée des effets qui sont très difficiles à mesurer.
parce que c'est ce que j'écris là, mais souvent on va avoir des propositions sur des théories simplificatrices, donc en supposant que toutes les entreprises maximisent leurs profits et en regardant comment elles vont se comporter, mais c'est assez difficile, notamment quand on observe ce qui se passe concrètement, de relier ce qui se passe en réalité avec les modèles théoriques. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'arguments qui sont proposés à droite à gauche qui sont basés sur des théories, y compris des choses qui sont calibrées sur des données réelles, hein, mais c'est souvent comment dirais-je, des mécanismes qui sont basés sur des modèles et on a du mal à savoir s'ils s'appliquent réellement. Pour ça, il faut avoir des conditions d'observation qui sont assez particulières. Donc, on pourrait y revenir. Donc, il y a un problème de théorie et d'empirique qui se pose. Et enfin, le dernier point ouvert, c'est la relation entre l'État et les collectivités. Parce que, en fait, là, en supprimant les impôts locaux, l'État souvent compense, en tout cas en partie, en l'occurrence, ça y compense entièrement les collectivités locales par soit d'autres ressources fiscales, soit par des prélèvements sur recettes. Donc, ça pose la question du budget de l'État lui-même, voilà, et de la relation entre l'autonomie fiscale et l'autonomie financière des collectivités locales, mais je n'aurai pas le temps de développer ce point. Donc là, ce sont des questions qui restent encore ouvertes et importantes. Merci, excusez-moi d'avoir dépassé. Merci beaucoup. Alors, non, ne vous excusez pas, c'était très, très intéressant. Alors déjà, on avait bien perçu côté Parlement la concentration des impôts de production qui avaient été choisis. Et bien évidemment, on l'a dénoncé à longueur de débat, le fait que notamment la CVAE, puisque c'est là qu'on a eu une grosse réduction cette année dans les dernières lois, l'année dernière plutôt, dans les dernières lois de finances, et le fait qu'en fait, ça allait aider des très, très grosses entreprises. Alors là, dans votre schéma, vous montrez qu'effectivement, c'était beaucoup des gros groupes industriels qui l'a payé, mais quand on regarde plus précisément le poids relatif de la CVAE dans l'industrie par rapport à la finance, en fait, le chèque est plus important à la finance qu'à l'industrie, voilà, par rapport à leur poids dans l'économie, dans le PIB, ce qui est encore plus inquiétant. Et puis, il y a d'autres effets aussi de concentration qui sont liés à la structure de la CVAE. Vous savez, le fait que les sièges sociaux, en fait, sont concentrés en Île-de-France et que du coup, quand on baisse la CVAE, eh ben, on fait des cadeaux à l'Île-de-France et pas au territoire. Donc, il y a un effet aussi de redistribution territoriale. Et j'ai noté, en tout cas, comme point très intéressant aussi, l'étude plus fine de l'impact sur la rentabilité, la compétitivité des entreprises, où là, effectivement, tout ça a été vendu à l'emporte-pièce. Bon, je vais donner la parole à François Ecal et ensuite mes collègues vous poseront toutes les questions qu'ils souhaitent. Monsieur Ecal, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Bon, je vais essayer d'être relativement bref parce qu'en fait, je ne suis pas sûr de répondre à vos interrogations et donc je préfère que vous me posiez des questions. Et mes propos seront très généraux. Alors, autour de 2 points, en fait. Le premier, c'est la question de la conditionnalité des aides et de l'évaluation des aides. Et le deuxième point, ça sera sur le cas particulier des dépenses fiscales. Alors sur le premier point, sur la conditionnalité des aides aux entreprises, ça part d'une idée totalement légitime, qui est que si on aide des entreprises, par exemple, à augmenter l'emploi, le moins qu'on puisse attendre d'elles, c'est qu'elles créent des emplois. Et si elles ne le font pas, il est normal qu'elles soient sanctionnées. Donc, en théorie, c'est parfaitement légitime. Le problème, il est de nature pratique. Et le problème pratique, c'est qu'il est extrêmement difficile, en réalité, de donner des objectifs pertinents aux entreprises, par exemple en matière d'évolution de l'emploi. Je vais prendre cet exemple, mais on peut le généraliser. On va se dire, par exemple, si on aide des entreprises à créer des emplois, donc il faut au moins leur donner un objectif qui est que l'emploi augmente au moins, enfin, soit au moins stable ou augmente au moins un minimum. Mais cet objectif d'augmentation de l'emploi, dans certaines branches d'activité, il va être très facile à atteindre. Dans des branches comme l'informatique, la plupart des entreprises vont créer des emplois. Et donc, en fait, pour elles, ça sera très largement un effet d'aubaine. De toute façon, elles les auraient créés. Alors, en revanche, vous allez avoir des branches d'activité, notamment dans l'industrie, où les gains de productivité sont très importants, où la demande est déclinante, et où en fait, je dirais, spontanément, il n'y a pas de création d'emplois, il y a des destructions d'emplois, et le sujet n'est pas d'augmenter l'emploi, mais de faire en sorte qu'on n'en détruise pas trop. Et ces entreprises-là, à ce moment-là, ne bénéficieront pas de cette aide, ou à la limite, si elles obtiennent l'aide, elles seront sanctionnées ensuite parce qu'elles n'ont pas réussi à atteindre l'objectif. Alors vous allez me dire, on peut être plus sophistiqué.
on peut avoir des objectifs qui vont dépendre de la branche d'activité. Donc, on va pouvoir dire, je vais donner un objectif plus élevé aux entreprises de l'informatique. Je vais leur dire, pour vous, si on vous aide, ça sera au moins une croissance de 2%, par exemple. En revanche, dans la sidérurgie ou je ne sais quelle autre industrie moins performante, si vous faites mieux que de supprimer 1% des emplois, vous allez pouvoir être aidé. Le problème, c'est que le problème n'est pas résolu. En fait, dans l'informatique, vous allez trouver des entreprises qui vont être dans des secteurs extrêmement porteurs et pour qui créer 2% d'emplois par an, c'est extrêmement facile. Et puis, vous allez trouver des entreprises qui seront sur des technologies périmées. Ça existe aussi dans l'informatique et pour lesquelles créer 2% d'emplois chaque année, c'est impossible. Et pour lesquelles, à nouveau, le sujet, c'est peut-être même de ne pas détruire des emplois ou de ne pas trop en détruire. Donc, vous voyez, en fait, le problème en pratique, sauf à construire, vous pouvez aller à un niveau encore plus fin, mais alors à ce moment-là, vous allez construire une usine à gaz administrative qui va être très difficile à gérer. Et fondamentalement, vous n'allez jamais répondre à la question économique, qui est en fait ce qu'il faudrait, l'objectif qu'il faudrait se donner aux entreprises, c'est l'augmentation des effectifs qui aurait lieu si l'aide n'était pas accordée. En fait, pour attribuer, pour donner des obligations, une conditionnalité pertinente à l'entreprise, il faudrait que vous soyez capable de connaître ce que les économistes appellent le contrefactuel, c'est-à-dire la situation dans laquelle, voilà, quelle serait l'évolution de l'emploi s'il n'y avait pas d'aide. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez dire, il faut que vous fassiez mieux. Le problème, c'est que ce contrefactuel, par définition, personne ne le connaît et personne ne le connaîtra. Parce qu'à partir du moment où vous allez aider les entreprises, on sera dans une situation où elles sont aidées. Donc, la situation où elles ne sont pas aidées, on ne la connaît pas. Et donc, je pense que malheureusement, ça peut être, c'est très décevant, mais essayer d'approcher, de donner des objectifs aux entreprises, entreprise par entreprise, et essayer, donc la conditionnalité, et essayer d'évaluer entreprise par entreprise ce qu'elles ont fait, je pense que c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais ça veut dire qu'en fait, la seule solution à ce problème, c'est d'ailleurs ce que vient de faire Mathieu Chteoui, c'est de l'analyse statistique. C'est-à-dire que la réponse à ce problème, c'est l'évaluation des aides publiques. Mais l'évaluation des aides publiques, elle ne peut se faire que statistiquement sur des échantillons représentatifs d'entreprises. Donc, la première solution, ça consiste à faire, comme on fait d'ailleurs en médecine, on va prendre un échantillon d'entreprises dans lesquelles, qui ne vont pas bénéficier de l'aide, et puis on va prendre un autre échantillon d'entreprises qui bénéficient de l'aide, en espérant en faisant en sorte qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Alors, on peut le faire si on prend deux échantillons au hasard, on peut faire en sorte qu'elles aient les mêmes caractéristiques, puis on va voir ce qui se passe. Un premier échantillon pas aidé, le deuxième échantillon aidé, puis on va voir s'il y a une différence. On le fait en médecine, c'est ce qu'on fait pour tester l'efficacité des vaccins, par exemple. Dans le cas des entreprises ou des ménages ou en économie, c'est plus difficile. On le fait, parfois ça existe, ce genre d'expérience naturelle, on peut arriver à le faire, mais c'est quand même en général beaucoup plus difficile. Donc à ce moment-là, on est obligé d'utiliser des méthodes un peu plus sophistiquées, mais un peu moins robustes. Par exemple, quand une aide aux entreprises, quand il y a un seuil, ça peut être un seuil géographique, c'est-à-dire il y a une zone dans laquelle les entreprises sont aidées et puis une zone dans laquelle les entreprises ne sont pas aidées. Ça peut être un seuil en termes de taille de l'entreprise. Au-dessus d'un certain seuil ou en dessous d'un certain seuil, les entreprises sont aidées. Au-dessus de ce seuil, elles ne sont pas aidées. Donc, à ce moment-là, vous pouvez prendre des échantillons d'entreprises juste de part et d'autre de ce seuil et puis comparer leur évolution. Ce n'est pas toujours possible non plus. Toutes les aides ne sont pas comme ça. Il n'y a pas toujours comme ça des frontières entre les entreprises aidées et pas aidées. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser des méthodes plus compliquées et moins fiables qui, par exemple, vont reposer sur le fait que l'intensité de l'aide ne va pas être la même d'une entreprise à l'autre en fonction de sa taille ou d'autres critères. Voilà, donc c'est l'objet des politiques, de l'évaluation des politiques publiques. C'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qu'a fait Mathieu Chteoui à propos, sur les impôts fonciers des entreprises. Malheureusement, pour faire ça, il faut beaucoup de données, il faut du recul, parce que bien souvent, quand on aide les entreprises,
eh bien, ce qu'on espère, c'est des changements de comportement des entreprises, des changements de comportement dans leurs pratiques de recrutement, d'investissement, etc. Ce sont des changements qui ne se font pas à un horizon de 3 mois ou même d'1 an. Ce sont des changements de comportement qui prennent beaucoup de temps. Donc, il faut avoir du recul. Il faut pouvoir regarder ce qui s'est passé sur plusieurs années. Et bien souvent, malheureusement, les politiques changent beaucoup plus vite que les économistes ne sont capables d'évaluer les politiques. Donc, ça devient compliqué parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'on mesure, parce que la politique a changé. Donc, sur ce sujet de la conditionnalité des aides, enfin, moi, mon message est relativement simple, c'est je pense que viser à une conditionnalité entreprise par entreprise, en pratique, ce n'est pas possible. En revanche, évaluer les aides publiques, c'est possible, mais c'est difficile. Et malheureusement, en France, c'est sûr, on n'en fait pas assez. Alors, on peut avoir de l'espoir. Il y a de plus en plus de données sur les entreprises qui sont de plus en plus accessibles aux chercheurs. Donc, normalement, on devrait pouvoir en faire de plus en plus. Mais bon, ça reste encore insuffisant et ce n'est pas toujours très robuste, hein, c'est clair. La réponse est rarement oui ou non. C'est rarement cette aide est efficace ou cette aide n'est pas efficace. C'est souvent c'est plus ou moins efficace dans certaines circonstances, voilà, et circonstances qui ne sont pas forcément reproductibles. Voilà, donc malheureusement, les conclusions ne sont pas toujours tranchées. Voilà ce que je voulais dire sur la conditionnalité et l'évaluation. Sur les dépenses fiscales en faveur des entreprises. D'abord, un problème de mesure des dépenses fiscales en faveur des entreprises. Quand on parle d'aide aux entreprises, il y a un chiffre qui revient souvent, qui est 140 milliards d'euros, qui est tiré d'un rapport de France Stratégie de 2020 sur la politique industrielle. Et quand on regarde ce rapport et le tableau qui aboutit à 140 milliards, donc on voit qu'il y a différents périmètres possibles, différentes définitions des aides aux entreprises. 140 milliards, c'est ce qui correspond à la définition la plus étroite. Mais dans ces 140 milliards, on a presque toutes les dépenses fiscales. On a à peu près 80 milliards de dépenses fiscales sur 100. Et par exemple, on voit que, par exemple, il y a toutes les dépenses fiscales relatives à la TVA. Il y en a pour 18 milliards, toutes les dépenses fiscales officiellement recensées qui concernent la TVA. Hier, j'ai été auditionné par la Commission des finances du Sénat sur les possibilités offertes par une nouvelle directive sur la TVA et qui permet de créer beaucoup plus de taux réduits de TVA. Le sujet, c'était comment faire, faut-il réduire les taux de TVA pour aider pas les entreprises, les ménages, pour aider les ménages. Parce que pour la plupart des gens et pour vos collègues du Sénat à la Commission des finances hier, baisser les taux réduits de TVA, c'était un moyen de favoriser les ménages. Donc, est-ce que la TVA est un impôt sur les entreprises ou un impôt sur les ménages? Et est-ce que les dépenses fiscales relatives à la TVA, c'est-à-dire en fait les taux réduits de TVA, c'est une aide aux entreprises ou une aide aux ménages? En fait, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, et donc je conteste que ce soit considéré totalement comme une aide aux entreprises. Mais ce que j'ai dit hier aux sénateurs, c'est que je conteste aussi que ce soit totalement considéré comme une aide aux ménages. Parce que si vous baissez le taux réduit de TVA sur je ne sais quel produit, les entreprises vont en partie en profiter parce qu'il y en a une partie de cette baisse de TVA qui va passer dans les marges. La baisse de prix hors taxe ne sera pas exactement égale à la baisse de la TVA. Donc, vous avez un problème compliqué qui est le problème que les économistes appellent celui de l'incidence fiscale, qui en fait est beaucoup plus général qu'à propos des impôts de la TVA ou des impôts indirects. En fait, en théorie, il se pose un peu pour tous les impôts, qui est que celui qui supporte vraiment l'impôt n'est pas forcément celui qui en est redevable juridiquement. C'est assez clair pour les impôts indirects. La TVA, de même que les autres impôts indirects, est partagée. Alors, le partage, il dépend du degré de concurrence dans le secteur, il dépend de tas de choses, mais il y a une certaine forme de partage. Voilà, donc attention, les dépenses fiscales, la classification des dépenses fiscales, c'est parfois aussi bien des aides aux entreprises que des aides aux ménages, et la ligne de partage n'est pas évidente à faire. Ensuite, dans les dépenses fiscales, il y a une catégorie de dépenses fiscales qui est très particulière, c'est les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, la particularité, la définition même d'un crédit d'impôt, c'est que c'est une aide qui vous est attribuée, quel que soit l'impôt que vous devez payer.
Si vous êtes ménage et que vous bénéficiez du crédit d'impôt emploi à domicile, vous recevez le montant de ce crédit d'impôt indépendamment de l'impôt sur le revenu que vous devez payer. Si vous êtes une entreprise et que vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt recherche, le montant qui vous est payé est parfaitement indépendant de votre bénéfice fiscal et de l'impôt sur les sociétés que vous devez payer. Un crédit d'impôt, économiquement, c'est la même chose qu'une subvention. C'est exactement la même chose. Et pour les comptables nationaux, eh bien, les crédits d'impôt, ce sont des dépenses publiques. Ce n'est pas des moindres impôts, ce sont des dépenses publiques. C'est des subventions, c'est exactement pareil. Donc, dans le cas des crédits, alors le problème, c'est que les crédits d'impôt ne sont pas gérés de la même façon que des subventions budgétaires. Les crédits d'impôt sont gérés par la DGFiP puisque c'est rattaché quand même à un impôt. Donc, c'est géré par la DGFiP à qui on demande d'aller vérifier que, par exemple, des dépenses de recherche qui devraient bénéficier du crédit d'impôt recherche sont bien des dépenses de recherche et rentrent bien dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Mais la DGFiP n'est pas compétente pour savoir si telle ou telle dépense relève de la recherche ou ne relève pas de la recherche. Ça relève beaucoup plus du ministère, enfin pour moi, ça relève beaucoup plus du ministère de la Recherche. Donc, je pense que la plupart des crédits d'impôt devraient être transformés en fait en subventions et gérés non pas par les services fiscaux qui ont autre chose à faire, mais par les ministères sectoriels pour qui c'est la compétence, en fait, de savoir ce qui est de la recherche, par exemple, et ce qui n'est pas de la recherche. Bon, je mets à part les crédits d'impôt, voilà, les crédits d'impôt qui ont une nature particulière, et donc je passe au reste des dépenses fiscales, hein, qui représentent, alors le total des dépenses fiscales aujourd'hui, c'est 85 milliards d'euros, les dépenses fiscales officielles, dans lesquelles il y a une vingtaine de milliards de crédits d'impôt. Voilà, donc on tombe après sur un montant qui est de l'ordre de 60-65 milliards d'euros. Ces dépenses fiscales, beaucoup d'entre elles concernent l'impôt sur le revenu. Et ces dépenses fiscales, elles ont pour effet de réduire l'assiette de l'impôt sur le revenu et de faire en sorte que le taux en soit plus élevé. Ce qui va à l'encontre de principes à la fois des économistes et des fiscalistes, selon lequel un bon impôt, c'est plutôt un impôt à assiette large et à taux bas. Donc là, avec les dépenses fiscales, on fait l'inverse, on rétrécit l'assiette et pour regarder les mêmes recettes, on augmente le taux. Donc, fondamentalement, je pense que les dépenses fiscales, ce n'est pas une bonne chose. Ensuite, les dépenses fiscales, ça crée de la complexité. Chaque dépense fiscale, parfois il y a des dépenses fiscales qui nécessitent quelques dizaines de pages dans le code des impôts ou d'autres cas dans la doctrine administrative pour expliquer en quoi elles consistent et comment elles peuvent être attribuées. Donc, c'est une source de complexité. Elles ont souvent des effets anti-redistributifs. Il n'y a pas de dépenses fiscales réservées aux ménages riches, mais il y a parfois des dépenses fiscales qui sont plus particulièrement utilisées par les ménages riches. Par exemple, la réduction d'impôts pour les investissements outre-mer. Pour en bénéficier, en principe, tout le monde peut en bénéficier. Et pour en bénéficier, il faut faire un montage juridique qui est un peu compliqué. Donc, il faut commencer par payer quelques milliers d'euros à des conseillers fiscaux ou à des sociétés de conseil juridique. Donc, il y a un ticket d'entrée qui fait que tout le monde ne peut pas l'utiliser. Ensuite, les dépenses fiscales, alors là, c'est quasiment par définition. Si on retire les crédits d'impôt, les dépenses fiscales relatives à l'impôt sur le revenu, elles ne bénéficient qu'à ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Par définition. Donc, par définition, ça élimine la moitié des ménages. Et ensuite, beaucoup d'entre elles apportent un avantage qui est proportionnel au revenu. Par exemple, s'il s'agit d'une déduction du revenu, d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, de choses comme ça. Bon. Donc, il est clair qu'elles ont des effets anti-redistributifs. Donc, il y a des tas de raisons. Et puis, en matière de gestion, à nouveau, elles sont compliquées à gérer. Donc, de manière générale, je plaide depuis longtemps pour une réduction des dépenses fiscales. Mais je ne pense pas non plus qu'on puisse s'arrêter à ces considérations très générales. Chaque dépense fiscale, en fait, vise un objectif particulier. Et on retombe à ce moment-là sur mon sujet précédent. C'est-à-dire que finalement, quand même, le vrai sujet, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Et ça, on ne peut pas l'évaluer entreprise par entreprise, mais en revanche, normalement, en théorie, on peut l'évaluer en faisant de l'évaluation des politiques publiques, mais à nouveau, on tombe sur le sujet précédent et les difficultés précédentes. Pour ça, il faut du recul, il faut des données, il y a des méthodes statistiques, mais bon, elles sont fragiles, etc. Et on n'en fait pas assez en France, donc on n'a pas beaucoup, malheureusement, d'évaluation de dépenses fiscales. Après, quel conseil donner? D'abord, je donnerais peut-être comme conseil de ne pas en créer de nouvelles, sauf si on a de bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait les évaluer avant. Mais une fois qu'on les a, une fois qu'elles existent, on peut, ce qui a été proposé souvent, on peut leur donner une durée de vie limitée. On peut dire, voilà, on les maintient en vie jusqu'à une certaine date et on ne les reproduit que si on a prouvé qu'elles étaient efficaces. Dans la pratique, on le dit, mais on ne le fait pas forcément. Bien souvent, on s'aperçoit qu'on les reconduit sans les avoir réévalués. Voilà, donc il y a adopter quelques principes de ce genre me paraît être de bonne politique. Malheureusement, la pratique a du mal à suivre. Voilà. Donc, nous avons toujours autant de dépenses fiscales. Elles ont plutôt augmenté ces dernières années et elles coûtent au moins aussi cher qu'elles ne coûtaient il y a quelques années. Merci beaucoup. Alors oui, je confirme. Et d'ailleurs, il y avait une volonté affichée du gouvernement de travailler sur les niches fiscales. En fait, ils n'en ont rien fait du tout, rien n'a bougé. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que pour évaluer une dépense fiscale, il faut savoir aussi ce qu'on a à évaluer, c'est-à-dire l'objectif de politique publique qui était poursuivi au départ. Et je donne un exemple sur les crédits d'impôt cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez ces dispositifs très spécifiques. Ils sont montés en puissance et ça a été fortement critiqué au début de ce quinquennat. Mais à vrai dire, ils avaient été entièrement réformés et j'en sais quelque chose, parce qu'à l'époque, j'étais en charge de cette politique, parce qu'on était face à une vague de délocalisation de tournage à l'étranger extrêmement puissante. Parce qu'il y a une espèce de marché des crédits d'impôt mondiaux et que donc, il en allait du sauvetage de l'industrie cinématographique en France, avec tous les métiers techniques qui vont avec, etc. Et donc, au regard de cette politique publique de relocalisation de tournage en France, déjà stopper l'hémorragie et refaire venir les tournages en France, l'objectif de politique publique, il était rempli. Après, est-ce qu'il faut passer par du crédit d'impôt? Ça, c'est une autre histoire. Mais à vrai dire, cet objectif-là originaire avait été oublié parce que, ceux qui arrivent 5 ans plus tard, ils disent, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Or, si l'objectif, c'était de maintenir de l'activité, là, pour le coup, il avait été rempli. Mais effectivement, il avait explosé. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué et dans le temps, tout devient relatif. Et sur les sujets de TVA, ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que la TVA, à la fin, il y a un consommateur et entre-temps, il se passe beaucoup de choses et notamment créer du taux réduit, ça crée des droits à se faire rembourser du crédit de TVA. Et ça, c'est un marché en soi. On l'a vu, il y a eu les sujets de carrousel TVA, mais il y a beaucoup d'activités qui effectivement passent entre les mailles du filet et deviennent créditeurs nets de TVA de manière pérenne. Donc c'est pas anodin sur effectivement les gains que peuvent en tirer les entreprises. Alors, je vais d'abord passer la parole à Nadine Levrato et à Vincent Drozet, avec qui nous avons organisé cette audition, puisque on s'est concerté donc avec Maxime Combe et mes deux interlocuteurs en charge des sujets fiscaux pour organiser cette audition. Donc, peut-être Nadine Levrato, je vous laisse réagir, et puis ensuite Vincent Drozet. Bonjour, merci Émilie de me passer la parole et toutes mes excuses pour ce retard. Mes questions vont porter sur l'intervention de François Eckhall. D'abord, par rapport au principe de conditionnalité des aides, il y a d'autres moyens de conditionner les aides que zoomer sur le résultat attendu. Je fais référence, par exemple, à l'ancienne version du crédit impôt recherche qui consistait à l'attribuer si et seulement si l'investissement en recherche et développement des entreprises augmentait au fil du temps. Alors certes, une fois
qu'on a atteint un plafond, il est difficile de continuer à faire croître un investissement donné, mais il y a des proxys, comme disaient les économistes, à l'emploi, et donc on pourrait imaginer que certains contrôles portent sur des éléments du bilan ou du compte de résultats qui sont des prédicteurs des résultats qui sont escomptés. Et en particulier, je pense à l'investissement corporel, qui est aussi une façon de fixer les entreprises à leur territoire. Donc, je pense qu'on pourrait envisager des modalités et que la vérification ex post telle que vous l'avez décrite, finalement, c'est un des moyens d'introduire cette conditionnalité. Donc, je voudrais avoir votre avis sur cette possibilité de pratiquer ce type de contrôle quasiment ex ante. Ensuite, je voudrais avoir votre point de vue sur une sorte d'asymétrie qui existe entre les conclusions qui sont tirées des évaluations négatives de dispositifs d'action publique lorsqu'ils concernent les entreprises et lorsqu'ils concernent les ménages ou les particuliers. Par exemple, lorsqu'on a évalué les emplois aidés, on a dit « ça ne marche pas » et tout de suite, il a fallu, on a stoppé là parce que la mesure a été jugée inefficace. Pour les entreprises, on a quand même beaucoup d'évaluations négatives. Le crédit impôt recherche qui ne provoque qu'une augmentation des moyens et pas des résultats. Le CICE, pour lequel même France Stratégie a eu beaucoup de mal à mettre en évidence un impact sur l'emploi. Donc, on a toute une série d'éléments et chaque fois, la conclusion qui arrive, bon, ça ne marche pas, mais soit c'est parce que on n'a pas suffisamment attribué d'aide ou réduit les charges ou les cotisations, soit c'est parce que finalement, ça prend du temps. Donc, qu'est-ce qui légitime une telle asymétrie finalement entre les deux points de vue selon l'objet, enfin en tout cas la cible de l'aide? Pour Mathieu Stiwi, est-ce que tu pourrais nous montrer ou préciser les inégalités qui concernent les classes de taille d'entreprise et la concentration des bénéfices de la diminution des impôts locaux en faisant une simulation, je sais qu'elle existe, c'est pour ça que je pose la question, très simple. Supposons qu'on les fasse tous disparaître, que se passerait-il sur le plan de l'investissement et donc de l'amélioration de la situation des entreprises? C'est quand même un enjeu qui est suffisamment important. On entend dans le cadre de la campagne qui commence que de futures baisses d'impôts locaux appliqués aux entreprises seraient souhaitables. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait envisager par rapport à cela? Et s'il devait y avoir des diminutions d'impôts locaux supplémentaires pour les entreprises, est-ce qu'une conditionnalité serait possible? Voilà. Donc, ce sont mes trois premières questions. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à Vincent et peut-être à une ou deux autres personnes aussi dans la foulée. Comme ça, on aura toutes les questions et puis vous pourrez répondre. On va essayer d'être un peu concis dans les questions pour pouvoir répondre à tout. Vincent, on vous écoute. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Et merci à vous deux pour vos présentations. Alors, du coup, je vais faire assez court. Je vais revenir déjà sur les dépenses fiscales et notamment sur la question de l'information publique, l'information du Parlement.
en prenant un exemple parmi d'autres, c'est que, par exemple, les dépenses fiscales dites déclassées ne figurent plus depuis quelques années dans la Voisin moyen, tome 2, annexé au PLF. Alors, il y avait déjà eu un débat en 2006 sur la notion de dépenses fiscales déclassées, bon, et puis maintenant, elle n'existe plus. Alors, ma question est la suivante, elle rejoint la question de l'évaluation, sur la question des dépenses fiscales. Quelle devrait être, selon vous, c'est plutôt pour François Heckel, la norme en la matière? Est-ce qu'on évalue un manque à gagner, par exemple, taux nominal en matière d'impôt sur les sociétés, par exemple? Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de débats sur comment on évalue le manque à gagner, mais il faut bien, d'une certaine manière, trancher, si j'ose dire. Donc, sur la question d'évaluation, qu'est-ce qui serait recommandé? Sur la question oui, de l'information déjà brute, j'allais dire, telle qu'elle existe pour d'autres dépenses fiscales, le nombre de bénéficiaires, le coût. Voilà, typiquement ça. Je prolonge un petit peu, dans le cas d'une espèce de revue des niches fiscales, qu'est-ce qui serait recommandable? On sait que derrière chaque niche, il y a un chien, selon la formule de Gilles Carré, et qu'il n'est pas si facile que ça de s'y attaquer, même si c'est souhaitable. Je partage un certain nombre de choses que vous avez dites. Est-ce qu'il est dans la réflexion de FIPECO, par exemple, d'aller sur la chirurgie fine? Je prends un exemple pour illustrer ça, c'est quand on regarde par exemple le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, on sait que la moyenne du crédit d'impôt est en 1 100 € quand le plafond est à 7 500. Ce qui veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que derrière une niche, il peut y avoir un effet positif, notamment, je prends dans cet exemple, des classes moyennes qui bénéficient pour quelques centaines d'euros de ce crédit d'impôt, mais également, au-delà d'un certain seuil, un effet d'aubaine. C'est intéressant de poursuivre, d'avoir ce type, comment dire, de réflexion. Deuxième question, très vite, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les dépenses fiscales sur l'ampleur du coût, sur leur évaluation, sur l'information disponible, sur leur périmètre, etc., avec les fameuses niches sociales? Probablement leur coût d'ailleurs, si j'en juge par rapport à ce qu'a dit la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale en 2019, est supérieur maintenant aux dépenses fiscales. Probablement d'ailleurs une première avec la transformation du CICE. Et la Cour des comptes pointe, fait un constat à peu près analogue à ce que vous avez dit sur les dépenses fiscales, sur le périmètre, effectivement les difficultés d'évaluer, les doutes sur l'efficacité en termes d'emploi notamment, parce que là pour le coup il s'agit d'un objectif assez précis, somme toute. Et donc est-ce qu'on peut faire un parallèle, ma question est là, entre les deux? Et enfin, du coup, sur la question des impôts locaux des entreprises, je préfère les appeler comme ça que les impôts de production, c'est assez connoté. On a eu justement le débat, ce n'est pas statistique la question, mais elle est un peu plus générale. On a eu un débat selon lequel ces impôts-là ne tenaient pas compte de la situation des entreprises. Or, on peut remarquer que la contribution sur la valeur ajoutée tient compte de la valeur ajoutée avec un barème progressif, donc d'une certaine manière, elle tient compte de la capacité contributive des entreprises. Et de la même manière, la CFE a maintenant une assiette rénovée qui tient compte du marché immobilier professionnel. Et d'une certaine manière, elles ont la capacité contributive, si j'ose dire, de faire face, par exemple, au paiement d'un loyer. Est-ce que cette approche-là, Mathieu Stimi, vous semble solide ou est-ce qu'elle doit être complétée? Merci. Merci beaucoup, Vincent. Alors, est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir ou alors on écoute les réponses? Aurélien Tarki, bonjour, le collaborateur de Madame Pierre Esbonne qui s'excuse, elle a dit en fin de la séance. Peut-être une question pour Monsieur Heckel, afin de savoir si, assez simplement, il aurait été possible de conditionner le CICE, enfin d'instaurer des conditionnalités en fonction des secteurs d'entreprise ou de la taille d'entreprise. Voilà, alors, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser répondre. Peut-être Monsieur Heckel, vous pouvez débuter? Je peux, merci. Alors, sur la première question sur le crédit d'impôt recherche, enfin, c'est un sujet très intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup hésité dans l'histoire entre un crédit d'impôt recherche assis sur le niveau des dépenses de recherche ou sur l'évolution des dépenses de recherche. Et ça a évolué dans le temps, d'ailleurs. On est passé, je ne sais plus d'ailleurs dans l'histoire, on est passé de l'un à l'autre, on a essayé les deux options. Et depuis, on a toujours le même débat et on a du mal à trancher. Alors, c'est vrai qu'en théorie, on se dit que finalement, un crédit d'impôt recherche en évolution,
c'est mieux parce que effectivement, si l'objectif c'est de faire en sorte que les dépenses de recherche augmentent, eh ben, il faut mieux avoir, voilà, cibler une aide, avoir une aide ciblée effectivement sur l'augmentation des dépenses de recherche. Le problème, c'est que on retombe quand même sur le problème, enfin, que j'ai mis en évidence. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises en croissance dans l'informatique pour lesquelles augmenter leurs dépenses de recherche, c'est spontané, c'est naturel, et de toute façon, elles le feraient. Donc, de toute façon, il y a des effets d'aubaine. Alors que dans d'autres secteurs, plus difficiles, plus compliqués, il y a des entreprises qui sont obligées, pour des tas de raisons, de réduire leurs dépenses de recherche, mais qui font quand même des dépenses de recherche très utiles et qui auraient besoin d'être aidées. Donc, voilà, pour moi, ça ne résout pas ce problème. C'est peut-être mieux, alors on peut en débattre et on en a déjà débattu. Il y a eu plein d'études sur, voilà, faut-il un crédit d'impôt recherche en niveau ou en évolution. Moi, j'ai pas de religion là-dessus, j'en sais rien, finalement. La seule chose que je peux dire quand même, c'est que dans ce genre de situation où on ne sait pas très bien finalement, moi j'ai tendance à privilégier la stabilité. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire, je ne suis pas sûr que tel qu'il existe aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche soit optimal. Maintenant, il est comme ça, on ne va pas changer tous les 5 ans de formule. Il faut un minimum de stabilité pour les entreprises, donc c'est très conservateur, hein, je le reconnais, mais voilà, c'est un argument parmi d'autres. Ensuite, sur l'asymétrie des résultats des évaluations, moi, je n'ai pas fait de comptage, hein, donc je ne sais pas s'il y a effectivement une asymétrie ou pas, mais vous avez cité le CICE. Pour moi, c'est quand même un bon exemple de résultat d'évaluation d'une aide aux entreprises et qui va dans le bon sens. Le CICE, il a disparu. Il a disparu et il a été transformé en allègement de cotisations plutôt ciblé sur les bas salaires. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ces allègements de cotisation sur les bas salaires sont efficaces. Quand j'étais à Bercy, à la direction de la prévision au début des années 90, j'ai été parmi ceux qui ont lancé cette idée et qui ont, je dirais, contribué aux premiers allègements ciblés sur les bas salaires. Et depuis, je pense que je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'évaluations qui montrent que ça permet quand même de créer ou de sauver des emplois non qualifiés. Le CICE se présentait différemment. C'était un espèce de compromis bizarre entre cet objectif de soutien de l'emploi non qualifié et des objectifs de compétitivité. Donc, pour arriver le problème, c'est qu'on essayait d'avoir deux objectifs en même temps avec le même instrument, ce que les économistes en général n'aiment pas. Les économistes vous disent il faut spécialiser les instruments par objectif. Là, on essayait de tout avoir. Donc, ça n'a pas très bien marché. Et en plus, c'était affreusement compliqué pour les entreprises. Alors que des allègements de cotisation, les entreprises en bénéficient en trésorerie le mois. Là, le CICE, pour en bénéficier, il fallait parfois attendre 2 ou 3 ans. Hein. Donc, c'était compliqué. Ça n'avait pas d'effet immédiat. Donc, enfin, pour moi, c'est quand même un exemple d'une réforme qui va dans le bon sens, qui a tenu compte du fait que on s'est aperçu que ça ne marchait pas si bien que ça. Voilà. Les dépenses fiscales. Alors, il y a un gros problème de définition des dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, ce sont des mesures fiscales qui se traduisent par une perte de recettes budgétaires et qui sont dérogatoires par rapport à une norme fiscale. Mais qu'est-ce que la norme fiscale? Tout le sujet est là. Personne n'a été capable de définir, et la direction de la législation fiscale qui tient l'inventaire des dépenses fiscales. J'ai essayé quand j'étais à la Cour des comptes, je les ai plusieurs fois écrit des rapports dans lesquels on disait à la DGFiP, mais explicitez la norme. Dites-nous quelle est la norme qui vous permet de dire que cette mesure est une dépense fiscale. Alors, ils l'ont fait un peu, mais à mon sens, pas assez. Et donc, on peut toujours se poser des questions sur est-ce que telle mesure est une dépense fiscale ou n'est pas. C'est compliqué parce que la norme fiscale, en fait, elle va dépendre. Il y a des sujets pour lesquels on peut discuter. Je vais en prendre un. Le quotient familial. Est-ce que le quotient familial est une dépense fiscale ou pas? Donc, est-ce que prendre en compte la taille de la famille, c'est la norme ou est-ce que c'est une dépense fiscale? Vous pouvez rassembler 20 personnes, autant de personnes que vous voulez dans une pièce. Vous leur posez la question, vous n'aurez pas la réponse. Vous n'aurez aucun consensus et parmi les économistes, vous n'en aurez pas. Il y en a qui vont vous expliquer que c'est un truc spécifiquement français qui n'existe nulle part ailleurs et que c'est équivalent,
et même en moins bien que des allocations familiales, et donc ça devrait être des dépenses fiscales. Si vous posez la question, si vous dites à Henri Sterdignac que le quotient familial, c'est une dépense fiscale, vous allez vous faire massacrer. Parce que c'est un grand défenseur du quotient familial. Pour lui, c'est normal, c'est la norme. Point. Voilà. Donc, oui, on peut avoir. Et donc, il y a eu certaines périodes où certaines mesures étaient considérées comme des dépenses fiscales. Le quotient familial l'a été dans le passé. Et Bercy a, pendant très très longtemps, a continué dans le rapport sur les voies et moyens à faire apparaître la liste avec le coût de mesures qui avaient été déclassées par la direction de la législation fiscale au fil du temps. En effet, depuis 1 ou 2 ans, c'est plus difficile de le trouver. On le trouve quand même, mais dans des annexes un peu, dans d'autres annexes. Mais en effet, bon, on peut dire qu'il y a peut-être un problème de transparence parce qu'on peut légitimement se dire que certaines de ces mesures, en effet, sont peut-être des dépenses fiscales, alors que des mesures qui sont dans la liste officielle n'en sont peut-être pas non plus. Voilà. Donc, il y a un sujet, c'est clair, il y a un sujet de définition et donc de recensement des dépenses fiscales. Sur le crédit d'impôt emploi à domicile, oui, il y a parmi les rares études qui ont été faites sur les crédits d'impôt, il y a eu des études sur le crédit d'impôt emploi à domicile qui montrent que, en effet, le plafond est peut-être un peu trop élevé, c'est-à-dire qu'il y a bien une efficacité de cette mesure jusqu'à un certain niveau de plafond, mais probablement inférieur au plafond actuel. Donc, une mesure efficace pourrait être en effet de réduire le plafond actuel. En tout cas, c'est ce que montrent les rares évaluations qui ont été faites. Les dépenses sociales, oui, il y a l'équivalent en dépenses fiscales. Alors, on ne dit pas dépenses sociales parce que c'est un peu, ça sera ambigu, donc niche sociale. Il y a l'équivalent qui pose le même genre de problème. Alors, avec quand même une différence. Quand on chiffre le montant de ces niches sociales, si on veut dire, on trouve des montants très, très importants, en particulier parce qu'on y intègre ces fameux allègements de cotisations sur les bas salaires. Ça représente 25-28 milliards d'euros. C'est le principal. Est-ce que ce sont des niches? Moi, je présente parfois le problème de manière un peu différente en disant aujourd'hui, on a, en matière de cotisation patronale, on a un barème progressif. On a un barème progressif qui commence à 0 et qui a 1,6 SMIC avec un taux qui augmente, comme le taux de l'impôt sur le revenu, et il augmente en fonction du revenu. On ne dit pas, parce que l'impôt sur le revenu est progressif et que la moitié des ménages sont exonérés d'impôt sur le revenu, on ne dit pas qu'il y a une dépense fiscale qui correspond au fait que la moitié des ménages sont exonérés ou ont des taux très bas. Même la décote, le mécanisme de la décote n'est pas considéré comme une dépense fiscale, considéré comme intégré en barème. Est-ce qu'il faut dire que les allègements de cotisations sur les bas salaires sont des niches sociales, ou est-ce que ça traduit simplement le fait qu'on a mis en place un barème progressif? Moi, je suis plutôt favorable à la deuxième option et à dire que voilà, il y a un barème progressif. Ça ne rentre pas dans ma définition des niches sociales. En revanche, des exonérations de cotisations dans des zones particulières, pour des secteurs particuliers, etc. Oui, ça, pour moi, ce sont des niches sociales qui ont les mêmes caractéristiques que les niches fiscales. La cotisation sur la valeur ajoutée, moi, je rejoins très, très bien l'exposé de Mathieu Ch'tioui. Ça correspond à ce que je dis assez souvent sur la cotisation sur la valeur ajoutée et sur la cotisation foncière des entreprises. La valeur ajoutée n'est pas une mauvaise assiette. S'il fallait supprimer un impôt sur la production, comme le Conseil d'analyse économique, je privilégierais la C3S, la contribution de solidarité des sociétés, parce que c'est un impôt en cascade sur le chiffre d'affaires et que les impôts en cascade sur le chiffre d'affaires, ça induit des discriminations qui n'ont aucun sens économique entre les différentes filières, suivant qu'elles sont plus ou moins courtes, et qu'il y a plus ou moins d'intervenants. Donc, c'est un impôt qui n'a pas de sens. La valeur ajoutée, c'est une bonne assiette et c'est en effet, ça dépend du résultat. Ce n'est pas, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est que les impôts sur la production pèsent sur les entreprises, quel que soit leur résultat. Pour avoir de la valeur ajoutée, il faut commencer par avoir un minimum d'activité. Donc, ça dépend quand même de l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas forcément idiot, la valeur ajoutée. Ce n'était pas forcément ce qu'il fallait réduire en priorité. Oui, je crois que j'en ai peut-être oublié. Bon, alors on va passer la parole à Mathieu Ch'tioui pour la suite.
Merci. Alors, la première question était, si je me rappelle bien, sur l'effet qu'aurait éventuellement en projection la suppression des impôts. Alors, enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a un petit peu comment dirais-je, des confusions qui s'installent parce que comme on a beaucoup appelé ça les impôts de production, maintenant, on assimile ça assez rapidement. L'impôt de production, c'est une catégorie où il y a quand même pas mal de choses différentes. Donc, effectivement, moi aussi, je préfère appeler ça des impôts locaux, voire même les appeler par leur nom spécifique. Et donc, je regarde que la contribution économique territoriale. C'est ce que je montrais un petit peu, c'est-à-dire que si on la supprime entièrement, on va du coup libérer, entre guillemets, à toutes choses égales par ailleurs, un pourcentage de valeur ajoutée qui sera compris entre 0 et 3%. Et en fait, pour beaucoup, puisque beaucoup sont à des taux assez faibles, finalement, ça ne va pas représenter une énorme fraction de leur valeur ajoutée. Maintenant, sur le profil des entreprises qui seront aidées, c'est un peu difficile comme question. Moi, l'exercice précis que j'ai fait, c'était de regarder sur les conditions de 2018, je crois, pour des questions de données disponibles. J'ai regardé qu'est-ce qui se passerait en fait si on appliquait les 3 points que je vous avais présentés au tout début de la réforme pour voir qui va gagner, qui ne va pas gagner. Après, c'est compliqué parce que je ne peux pas regarder les entreprises une par une pour dire qui va gagner. Mais en l'occurrence, ce qu'on voit, donc déjà, la plupart vont gagner assez peu finalement en pourcentage de la valeur ajoutée. Et il va y en avoir un certain nombre qui va gagner une partie importante, notamment, et c'est pour ça que je disais que c'était assez important, par la réduction du plafond, donc du passage de 3% à 2%. Et donc, en fait, effectivement, ça va être plutôt dans les secteurs où ils ont des impôts fonciers élevés par CFE et déjà une CVAE qui est au taux maximal. Donc, ça va être surtout des entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui sont assez élevés. Alors, le taux de CVAE augmente avec une formule qui est linéaire entre des paliers de chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, c'est celles qui ont un gros chiffre d'affaires. Alors, un gros chiffre d'affaires, ça ne veut pas forcément dire une grosse valeur ajoutée, mais en tout cas, celles qui ont un gros chiffre d'affaires qui vont être soumises au taux maximum, y compris d'ailleurs les entreprises qui sont intégrées fiscalement, hein, parce qu'il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Et donc, on a des entreprises qui sont assez grosses et celles qui vont avoir des locaux industriels, parce que là où il y avait un vrai enjeu quand même de discussion, c'est que la réduction de CFE sur les locaux industriels, c'est un vrai coup de pouce finalement, mais ça ne s'adresse pas aux entreprises industrielles, ça s'adresse vraiment en tout cas aux locaux qui sont industriels. Et donc, en fait, j'avais un chiffre, je ne sais plus où je l'ai mis, mais en gros, vous avez la CFE, l'ensemble de la CFE, c'est à peu près 40% provient des locaux industriels. Et sur ces 40%, c'est quelque chose comme 80 000 locaux sur les millions et millions de locaux qu'il y a en France. Donc, ça va être le profil des entreprises qui vont en sortir vainqueurs, c'est celles qui ont des locaux industriels qui ont une valorisation assez élevée, donc qui font que du coup, la cotisation foncière va être assez élevée quand on la rapporte à la valeur ajoutée, va être assez élevée. Et voilà, alors après, j'ai cru déceler une partie de question aussi sur la taille des entreprises. Alors ça, je ne sais pas exactement. J'avais un chiffre. Je sais que la CVAE, alors ça avait été communiqué aussi par le ministère, je crois, à un moment donné, mais ce n'est pas que sur les grandes entreprises non plus. Il y a 30% de la CVAE est versée par des PME. Par contre, très, très peu de CVAE de la part des TPE. Hein. Et effectivement, par contre, un poids important de CVAE versé par les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, qui est assez logique avec leur grande valeur ajoutée. Là, je parle en masse globale. Voilà, après, il faudrait peut-être reposer une question un peu plus précise sur parce que j'ai un schéma qui montre un peu la répartition des gains, mais ça ne donne pas quelle entreprise va le gagner. Ça va juste montrer que pour beaucoup d'entreprises, finalement, le taux de CET sur la valeur ajoutée va diminuer de moins de 1 point ou de 0,5 points. Donc, en gros, au lieu de payer 2% de leur valeur ajoutée en impôt en contribution économique territoriale, après la réforme, elles paieront peut-être 1,8 ou 1,7. Pour beaucoup, finalement, ça ne représente pas grand-chose, mais ça dépend d'un mélange complexe entre le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et les locaux, donc les taux et la valorisation des locaux. C'est un peu difficile de répondre simplement. Peut-être je pourrais répondre plus précisément s'il y a une question plus précise aussi. Et donc, pour lier à la question de comment dire, alors c'est un peu lié à ce que disait M. Ecal juste à l'instant. Est-ce que la question des bonnes assiettes ou des mauvaises assiettes, c'est comme ça que j'ai compris la question. En gros, est-ce que la valeur ajoutée est une bonne assiette? C'était les arguments au moment de la suppression de la taxe professionnelle, plutôt que de taxer la part salaire, elle était supprimée encore avant, mais plutôt que de taxer les équipements des entreprises qui sont des
là, pour le coup, c'est des impôts sur la production au sens où on l'entend, c'est-à-dire des impôts sur les équipements de production, même s'ils ne fonctionnent pas, pour les transformer par un impôt qui est donc égal à 0 si l'entreprise ne produit rien. Je n'ai pas d'avis précis là-dessus, puisque justement, on a un peu de mal à étudier, c'est ce que je disais aussi, l'incidence de la fiscalité, y compris quand elle est sur la valeur ajoutée. Donc là, ce que vous disiez, Monsieur Ecal, sur la bonne ou la mauvaise assiette, c'est souvent basé sur des modèles théoriques. Donc c'est sous l'hypothèse du modèle, comme quoi, sous certaines frictions ou pas, etc. C'est vrai qu'on préfère les assiettes qui ne distordent pas finalement les choix des entreprises, parce que ça s'écarte d'un choix optimal. Mais bon, tout ça, c'est du modèle. Donc, c'est un peu… moi, je préfère les analyses, justement, les évaluations empiriques, parce qu'on n'a pas d'assurance que le modèle soit valide, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai des fois un peu de mal avec les critiques qu'on fait. Mais, donc, je ne sais pas pour la valeur ajoutée. Pour la CFE et pour les révisions de la valeur locative des locaux professionnels, parce que je pense que c'est ça dont vous parliez. Alors, c'est un peu compliqué à voir, parce que la révision ça n'a pas amené à baser la valeur locative sur la valeur de marché quotidienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des grilles d'évaluation des bases par type de locaux, et ensuite, donc c'est voté par des comités d'évaluation au niveau départemental, et ensuite il y a des comités aussi, d'autres comités intercommunaux qui vont voter des coefficients de localisation, et en fait ça peut peut-être s'approcher, ça je vous avoue que je ne le sais pas, des valeurs de marché plus précisément, mais ce n'est pas non plus des valeurs de marché. Et en plus de ça, il y a eu énormément de dispositifs pour lisser les effets pour les entreprises. Donc c'est un peu difficile d'évaluer, comme s'il y avait eu un choc, pour se dire, tiens, grâce à cette révision des valeurs locatives, on sait que c'est plus ou moins distorsif ou pas, parce qu'en fait, il y a eu des effets de planchonnement, donc on a réduit pour celles qui montaient trop ou qui diminuaient trop. Il y a eu des effets aussi de lissage en fonction du temps pour que les effets… Donc, ça va être un peu difficile à évaluer. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est de l'évaluation observée. Donc là, je ne peux pas trop vous dire sur la nature des bases. D'un point de vue théorique, peut-être, mais d'un point de vue empirique, je ne peux pas vous répondre. Merci beaucoup. Alors, est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser d'autres questions, obtenir d'autres précisions? Je crois que j'ai oublié une question qui avait été posée par Mme Pires-Beaune, son représentant. Donc, je crois que c'était sur la possibilité de conditionner les aides en fonction du secteur ou de la taille des entreprises. Oui, c'était notamment pour le CICE, si ça avait été possible. Bah, en théorie, oui, sauf que, à mon avis, il aurait fallu conditionner ça à des niveaux de sectoriel, par exemple, de plus en plus fins. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se serait aperçu que le niveau, supposons qu'on soit donné des objectifs différents en fonction d'une dizaine de branches, dans chacune de ces branches, on s'apercevrait très vite qu'en réalité, il y a des sous-branches qui ont des caractéristiques totalement différentes et pour lesquelles il faut des objectifs différents. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que si on rentre dans ce type de logique, c'est d'aboutir à ce que j'appelle parfois des usines à gaz administratives, où il y a plein d'objectifs, plein de critères. Alors, sachant qu'il y a aussi le droit communautaire qui est contraignant, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile de faire des aides sectorielles. Alors, on peut en faire certaines, notamment tout ce qui est crédit d'impôt dans les secteurs culturels sont placés sous l'angle de l'exception culturelle. Et on les passe à Bruxelles sous cet angle-là. Parce que sinon, on ne peut pas faire de la discrimination entre les entreprises. Il y a d'autres exceptions, notamment, je pense à la défiscalisation outre-mer, par exemple, où là, effectivement, dans les dispositifs de défiscalisation outre-mer, on a listé toute une série de secteurs qui pourraient être bénéficiaires de ces aides. Après, on peut aussi, au regard du droit communautaire, cibler des aides aux PME, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en revanche, des aides sur des entreprises en métropole sectorielles hors secteur culturel, je ne sais pas si c'est possible, sachant que le crédit d'impôt recherche, par exemple, ça promeut la recherche dans tous les secteurs. Et justement, on aurait bien aimé sortir le secteur de la finance du crédit d'impôt recherche, mais aujourd'hui, c'est compliqué au regard du droit communautaire. Donc, je vous laisse peut-être compléter
Nadine et Vincent, vous qui connaissez bien aussi le cadre de ces aides fiscales. Ah, le micro, Nadine. Nadine, on ne vous entend pas. Oui, voilà. Voilà, ça y est, pardon. Merci. Oui, je confirme complètement l'impossibilité donc ou la très grande difficulté à cibler les aides sur certains types d'entreprises compte tenu du principe général, ce que j'ai mis dans la discussion d'interdiction des aides d'État, donc qui vont, quand on parle d'aides d'État, c'est y compris les collectivités locales, hein. Dès qu'il s'agit de cibler les entreprises pour leur accorder un avantage particulier, on est en dehors de la règle générale. Alors, c'est vrai que sur les tout petits montants, la règle qu'on appelle règle de minimis s'applique. Donc, lorsque les montants sont très faibles, il est possible de faire des ciblages. Certains ciblages sectoriels, l'agriculture, la forêt, les zones rurales, l'outre-mer, voilà. Mais ça reste vraiment des niches au sens pratiquement premier du terme. Tout le reste doit s'appliquer à l'ensemble du tissu productif. Alors, sachant qu'il peut rester quand même des queues d'aides sectorielles, mais qui existaient à une époque où les réglementations communautaires étaient moins strictes, mais en tous les cas, depuis moi qui suis ça un peu depuis 20 ans, j'ai toujours vu des dossiers d'instruction quand même compliqués à Bruxelles pour faire passer des dispositifs d'aide un peu ciblés. Y compris pour l'outre-mer, alors que l'outre-mer, régions... ça a non plus finir, hein, ça a duré très longtemps. Voilà, les régions ultra-périphériques ont fait un lobbying intense, donc c'est passé, mais ça a été un combat, et ça le reste d'ailleurs. Oui, je confirme. Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est pour prolonger ce que disait François Eckel tout à l'heure sur l'usine à gaz administratif qu'on représenterait une autre gestion des aides, pour le faire court. Il y a déjà un dispositif qui est pour le coup très ciblé sur les entreprises, notamment en difficulté, avec les commissions des chefs de services financiers. Et dans ces cas-là, il peut y avoir une aide, c'est-à-dire que l'État renonce à une créance qu'il a sur l'entreprise pour sauver les emplois, pour éviter une liquidation judiciaire, par exemple. Donc, c'est intéressant d'intégrer ça dans la réflexion, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est basé sur, on regarde le bilan, le compte de résultat, l'évolution, les perspectives. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Est-ce qu'à terme, ça peut sembler un peu lointain, mais compte tenu de l'évolution du numérique, du fait qu'on a quand même de plus en plus de renseignements de l'administration fiscale, pas simplement, je ne vais pas dire en temps réel, mais presque. En tout cas, c'est quelque chose qui est jouable. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas se servir de cette expérience, si j'ose dire, qui démarrait, mais pour essayer d'avoir une approche qui fasse un peu plus la part belle aux aides directes, avec un examen du dossier? Évidemment, il ne faudrait pas que ce soit forcément très, très long, mais un examen, pour le coup, non pas ex post, mais ex ante, et sur cette base-là, pouvoir déplacer un peu le curseur plus vers les aides directes, ce qui du coup répondrait en partie à la question de la conditionnalité. Aide directe plus ciblée, quoi. Alors moi, je pense que ce serait bien mais enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais je pense que ça nécessite quelques petites réformes communautaires, encore une fois. Je pense que c'est le droit européen qui nous contraint beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, je me souviens que quand j'ai négocié, parce que moi, j'ai réformé tous les crédits d'impôt audiovisuel et cinéma, et à l'époque, j'avais des gens à Matignon qui me disaient « Mais enfin, pourquoi je fais ça pour le cinéma alors qu'on ne l'a pas fait pour l'industrie ?» De sauver notre industrie. Et je dis « Bah ouais, mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas sauvé notre industrie. » Et en revanche, on a multiplié des aides de manière massive à des secteurs qui peut-être n'en avaient absolument pas besoin. Exemple, aujourd'hui, crédit d'impôt recherche sur la finance, par exemple. Après, c'est en termes d'instruction. Alors, ils veulent des trucs simples pour ne pas avoir à faire des instructions. Mais ça se faisait notamment, vous savez, sur les agréments outre-mer, sur les dispositifs, le 217 indécies du Code général des impôts qui fait de l'aide. C'est de l'aide à l'investissement outre-mer pour les entreprises soumises à l'IS. Au-delà d'un certain niveau, il y avait un dossier d'agrément qui était déposé à Bercy et examiné. Exemple, on veut financer, je sais pas, un barrage, une centrale électrique.
Et ça, pour le coup, moi, ça me paraît nettement plus sain que de balancer de l'argent à tout le monde, hein. Avec évidemment à chaque fois des intermédiaires financiers, des cabinets de conseil qui, eux, ont industrialisé tous ces process et se rémunèrent grassement là-dessus. Avec en effet ces effets pervers et puis le fait que ces agréments reposaient surtout sur une analyse juridique, hein. La DGFiP, mais elle n'est pas armée pour ça d'ailleurs, ne s'est jamais posé la question de savoir s'il était plus ou moins efficace d'investir dans des bateaux, dans des immeubles, dans des raffineries de sucre ou dans je ne sais pas quoi. En fait, la seule chose qu'elle regardait, c'était le montage juridique. C'est que ça ne développe pas vraiment un territoire d'avoir des tonnes de yachts qui sont entreposés dans des ports de plaisance qui ne servent à rien. L'administration fiscale le sait très bien, mais elle le sait, mais elle ne l'a pas empêché. Elle ne l'a pas empêché. Elle ne pouvait pas. Elle pouvait pas. Elle pouvait pas, non. Elle peut. De ça, évidemment, c'est des activités intenses de lobbying qui fait qu'on a des tonnes d'hôtels vides à Saint-Martin aujourd'hui. Et que quand il y a une tempête ou quelque chose, tout se casse la figure, en fait, parce que il n'y a pas d'infrastructure ou il n'y a plus de canalisation d'eau digne de ce nom en Guadeloupe. Et donc, moi, du coup, sur l'outre-mer, moi, je vous dis, parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus suite à la loi, à l'ODEOM, etc., c'est que moi, je pense que ce qui est beaucoup plus sain, d'avoir un espèce de fonds, peut-être alimenté par de la défiscalisation comme aujourd'hui, c'est-à-dire des contribuables qui veulent un peu défiscaliser, ils mettent des sommes d'argent, mais qu'au moins, ça tombe dans un fonds où il y ait une espèce de stratégie de développement territorial, voilà, ce qui désintermédie l'impôt. C'est un peu nul, parce que normalement, c'est la puissance d'État qui devrait réfléchir à ça avec les collectivités locales sur place. Mais si on veut récupérer de l'argent privé en plus de l'impôt pour faire ça, au moins que ça passe dans des fonds d'investissement pour les écoles, les hôpitaux. Aller voir les hôpitaux dans les Outre-mer, c'est quand même quelque chose aussi, hein. Et les réseaux d'eau, d'électricité, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est le règne du petit cabinet, de la petite boîte, et puis du détournement d'argent massif, hein, vous le savez bien, les investisseurs. Ça rapporte beaucoup, hein, cette réduction d'impôt pour ceux qui investissent là-dedans. Ça ne rapporte pas forcément aux bonnes personnes, mais la Cour des comptes, elle s'est beaucoup penchée là-dessus. Elle a beaucoup dénoncé les dérives et les fraudes à ces défiscalisations. Mais moi, je milite depuis longtemps pour transformer cette réduction d'impôt en subvention budgétaire. Mais chaque fois qu'un gouvernement ose avancer cette idée, tous les élus locaux de l'outre-mer montent au créneau parce que, évidemment, la réduction d'impôt, elle est à guichet ouvert. Donc voilà, il y a plein d'investissements. Alors qu'une subvention budgétaire, on peut toujours craindre que la direction du budget, un jour ou l'autre, n'obtienne qu'elle soit réduite. De façon générale, il y a aussi le problème qui se pose du personnel qui serait nécessaire pour réaliser les contrôles. Et là, on est plutôt dans une logique de réduction, alors qu'on pourrait imaginer que les montants en jeu étant de plus en plus élevés, il faudrait qu'il y ait au contraire de plus en plus de contrôles. Mais on est plutôt dans un mouvement soit d'autocontrôle, soit de rescrit fiscal qui n'est pas très favorable au principe même de conditionnalité des aides. Donc, il faudrait peut-être aussi faire le lien entre les inspecteurs des impôts, mais aussi des installations classées, du travail, etc. Mais là, on est plutôt sur l'aspect fiscal et l'objectif à atteindre de rationalisation de la distribution des aides. C'est sûr. Et ça va poser, donc on aura une audition dédiée notamment au contrôle et aux moyens alloués au contrôle pour essayer d'avancer aussi sur ce volet-là. En tous les cas, Monsieur Ch'tiwi, est-ce que vous allez du coup continuer à travailler sur le sujet de la baisse des impôts de production? Vous allez suivre les effets là, de ces dernières réformes? Alors, à très court terme, pas vraiment, parce que comme je disais, la réforme d'impôt de production est extrêmement récente. Et non seulement les données ne sont pas sorties, mais en plus de ça, comme le rappelait M. Ecal, ce sont des choses qui, pour voir l'incidence de l'impôt, il faut attendre un petit peu aussi de voir comment ça évolue. Donc, on est beaucoup sur de la prospective. Alors, si le temps est disponible, oui. Comme je suis plus chercheur, donc pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est un sujet qui, à mon avis, devrait être suivi parce que l'incidence fiscale, c'est un sujet très difficile.
Et les impôts locaux, c'est un sujet qui est mal connu. Donc, il y a assez peu de gens finalement qui regardent ça. Et donc là, on a les travaux que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est tout récent, mais ça porte sur la réforme de la taxe professionnelle, donc il y a 12 ans. Donc je ne sais pas si je le ferai dans 10 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut attendre encore un petit peu. Mais oui, je pense qu'il y aurait... Après, le problème aussi, ça je l'ai dit un peu qu'à demi-mot, c'est que la réduction pour beaucoup d'entreprises est assez faible et on a besoin, Oui. notamment quand les effets sont complexes, on a besoin de changements assez forts pour pouvoir observer des... Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur l'emploi, sur la localisation des entreprises, etc., etc. Et les impôts sont vraiment une toute petite partie de ça. Et en plus de ça, souvent, de ce que j'en sais, les entreprises, elles, perçoivent les impôts de façon assez générale. Ne se pose pas forcément la question de est-ce que je vais optimiser pour la CFE, pour la CVE, pour l'impôt sur les sociétés, etc. Donc là, le changement sera peut-être pas assez fort, mais peut-être sur certaines entreprises, ça devrait l'être. Notamment celles qui cumulent à la fois des CFE et des CVAE élevés, donc c'est les profils dont je parlais tout à l'heure, certaines entreprises qui ont beaucoup de locaux industriels qui valent beaucoup et qui ont des grosses valeurs ajoutées, on pourra voir effectivement, parce que est-ce que ça se traduira en augmentation de marge, de réduction de prix ou en mouvement, tout ça. En tout cas, si je peux, je le regarderai, oui. Je ne peux pas m'engager formellement, mais si je peux, je le regarderai. Alors, peut-être qu'il faut préciser que les données individuelles d'entreprise auxquelles ont accès les chercheurs sont disponibles avec 2 ans de retard. C'est donc le temps qu'elles soient traitées, puis qu'elles soient validées par le comité du secret statistique, puis qu'elles soient demandées et obtenues. Donc, ça veut dire qu'on a toujours 3 ans au moins de décalage entre l'année qu'on veut évaluer et l'année où on peut faire l'évaluation. Et évidemment, ça ne permet pas de traiter les choses en temps réel ou même réel avec un léger décalage. Ouais. En tous les cas, enfin moi j'ai le même sentiment que vous, monsieur Ch'tioui. Enfin vous l'avez de manière d'observation macro. Moi j'ai eu l'occasion de faire de l'observation micro dans le contrôle des entreprises. Donc aujourd'hui effectivement, ce sont les grandes entreprises qui payent plutôt la CVAE, qui a fait l'objet de cette grosse réduction et CFE. Mais dans leur compte de résultat, ces entreprises-là, c'est très faible en fait. C'est vraiment peanuts et c'est pas du tout ça qui les freinait aujourd'hui à de l'investissement en France. Voilà, enfin moi c'est mon sentiment, on verra bien, hein, mais vu cette réduction, à qui elle va profiter là massivement, quand on voit déjà le secteur financier, eux, ils ne vont pas développer, ils ne vont pas nous refaire des agences bancaires partout en France. Hein, donc, ces gens-là ne créent pas d'emplois en France. Les grandes entreprises, elles délocalisent le plus possible. Et ça ne suffira pas là à faire un mouvement inverse. Ça c'est sûr. Mais bon, ils ont couplé ça avec d'autres mesures qu'on ne regarde pas là dans cette commission. Et notamment, je pense, des allègements normatifs en termes de droit de l'environnement, notamment dans la loi ASAP, qui peut beaucoup plus les intéresser, là, pour le coup. Et puis, il y a aussi d'autres allègements sur les marchés publics, etc., où on a le relevé des seuils. Donc, l'effet combiné de tout ça. Alors, le problème, c'est qu'à force d'alléger des normes, il y a des conséquences à tout ça. Hein. On peut avoir un effet cumulé. Très bien. Bon, écoutez, si personne n'a d'autres questions à poser, on va conclure là-dessus. Monsieur Ch'tioui, si vous pouvez nous joindre votre présentation, on serait tout à fait intéressé à récupérer ça. Monsieur Ekal, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si on a des questions particulières à vous poser par la suite, on reviendra vers vous. N'hésitez pas. On a trouvé quelqu'un de la Cour des comptes qui accepte de parler à l'extérieur. Ah, mais je ne suis plus à la Cour, c'est pour ça. Oui, c'est très bien parce que la Cour des comptes, c'est une mine d'informations, mais pour les faire parler en dehors des rapports. Ah bah, ils peuvent pas. Il n'y a que le premier président qui peut s'exprimer. Oui, c'est dommage. Dans l'émission d'information, on arrive à les voir. En revanche, ils ne nous donnent aucune production écrite. Ah non. Ouais. Il n'y a que les rapports publics de la Cour qui peuvent être utilisés. C'est vrai. Très bien. Je ne sais pas si Maxime, tu avais quelque chose à ajouter.
Merci à toutes et à tous, celles et ceux qui ont préparé cette audition, ceux qui ont contribué à cette audition. Et donc voilà, simplement pour dire que donc, du coup, il y a une audition programmée la semaine prochaine sur laquelle on vous enverra des informations. Et qu'il y a plein d'incertitudes sur le programme à venir des prochaines auditions encore, Toulouse, pas Toulouse, voilà. Ouais. Ne concerne plus messieurs Ch'tioui et Ekal. Après, si vous voulez qu'on fasse 5 minutes juste sur les suites de la commission, on peut se prendre 5 minutes juste pour avoir un état des lieux. D'accord. Ok, bon, bah, écoutez, messieurs Ch'tioui et Ekal, donc on vous remercie. Merci beaucoup, hein, c'était très, très intéressant, vos points de vue et l'objet de vos travaux. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et on vous tiendra au courant des suites de cette commission. Merci, au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.